Disait à l'éminent professeur Daouda Ngom que les ressources naturelles, eau, terre, sol, forêt, biodiversité, nous fournissent les aliments dont on a besoin, mais sont menacées par des pratiques humaines et les changements climatiques. La productivité agricole est essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. En tant que ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, comment votre secteur compte-t-il œuvrer pour une gestion durable du capital naturel, mais aussi sur la résilience climatique? Quelles sont les synergies que vous mettez en place pour préserver ou maintenir le capital naturel, mais aussi s'assurer qu'il continue de produire pour répondre à nos besoins, surtout dans un contexte de changement climatique? La question est longue, mais je pense qu'elle est assez claire. Merci beaucoup, Madame Senghor, pour cette question en colle. Permettez-moi d'abord de saluer Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur Haïlé Mariam, président de l'AGRA et du groupe des partenaires, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. C'est souvent difficile pour un ministre en charge de l'environnement de parler des secteurs de production sans aborder les impacts négatifs de ces 10 secteurs dans l'environnement et les ressources naturelles. Et l'environnement est très transversal et très complexe. Complexe à telle enseigne que certains, comme Robert Poujat, disaient que le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'impossible. De l'impossible. Pourquoi il le disait? Parce qu'il disait qu'il est difficile de concilier développement et protection de l'environnement. Moi, je crois qu'il est possible de concilier l'impératif de développement, parce que c'est un impératif pour nous tous, avec l'exigence de protéger notre environnement et les ressources naturelles. C'est vrai, je l'ai dit, je dois parler de l'impact des changements climatiques sur l'agriculture, si je résume votre question. Mais il faut dire aussi que l'agriculture a un impact sur les ressources et sur le climat. Pour vous donner un exemple simple, à l'échelle mondiale, l'agriculture est mise au banc des accusés comme étant le principal facteur de déforestation. Aujourd'hui, 86% des surfaces déforestées dans le monde le sont pour de l'agriculture. Mais quand je dis agriculture, c'est agriculture au sens large. Agriculture et élevage. Et donc, l'agriculture contribue également à la perte, l'érosion de la biodiversité. C'est ce qui a fait dire à Sébiot que l'agronome, c'est l'ennemi de la biodiversité. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sélectionne la bonne graine et l'ivraie, la bonne graine de la mauvaise. Et en le faisant, ça impacte sur la diversité. Mais rassurez-vous, monsieur le ministre de l'Agriculture, je vais faire une précision. Parce que pour ce genre d'activité, je dis souvent qu'il faut faire le distinguo entre les activités de survie et les activités de luxe. L'agriculture est une question de survie. Il n'y a point de développement possible sans une agriculture performante. Un pays qui est incapable de nourrir sa population ne peut pas aspirer au développement. Donc, nous devons concilier développement agricole avec la protection de notre environnement. Excellent. Pour revenir à votre question, c'est vrai, les pratiques humaines et les changements climatiques menacent gravement aujourd'hui la productivité agricole. Et cette productivité agricole est essentielle pour notre souveraineté alimentaire
Pourquoi cette menace? Parce que l'agriculture est fortement dépendante des ressources naturelles. L'agriculture dépend de l'eau, de la terre, mais également de la température et du soleil. Donc, elle est fortement dépendante de ces ressources. Et le climat influence ainsi fortement l'agriculture. D'ailleurs, on dit que c'est l'activité humaine la plus dépendante des variations climatiques. Mais ça fait aussi que l'agriculture est le secteur le plus vulnérable par rapport au changement climatique. C'est l'Afrique. On le dit souvent, l'Afrique, c'est le continent le plus vulnérable. Et pourtant, malheureusement, je peux dire, nous sommes plus une victime. Parce que l'Afrique, entre 1751 et 2017, la part de l'Afrique dans les émissions de CO2 ne représente que 3%. Et aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Et c'est comme si la vulnérabilité au changement climatique est inversement proportionnelle à la responsabilité de sa survenue. Mais pour revenir, madame, sur les impacts de ces changements climatiques sur l'agriculture, si on prend l'Afrique de façon globale, dans le domaine agricole, par exemple, la productivité, la croissance de la productivité agricole de l'Afrique a chuté d'environ 34% depuis 1961. Et des recherches récentes ont montré que les projections prospectives indiquent que 42% de la productivité nette primaire des pâturages en Afrique de l'Ouest d'ici 2050 pourrait être affectée. Et l'impact global de cette variabilité par rapport à l'agriculture sénégalaise, des recherches ont été également effectuées et qui ont montré que le rendement net des cultures à la fin des années 2030 c'est demain, c'est dans 5 ans, pourrait diminuer entre 7,5 et 16% dans ce contexte de changement climatique. Et si vous prenez des spéculations comme l'arachide, le mil et le sorgho, il est prévu une baisse entre 5 et 12%. Pourquoi? Parce que notre agriculture est fortement dépendante de la pluie. J'ai entendu tout à l'heure le ministre en charge de l'agriculture, mon collègue Dr Mabouba, dire que le paysan sénégalais travaille 4 mois. Non. Le paysan sénégalais travaille 21 jours par an. Parce que si vous prenez la saison des pluies, le temps qu'il consacre réellement au champ ne dépasse pas 21 jours. Cela veut dire qu'il travaille 21 jours et le reste de l'année, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que nous avons une agriculture sous pluie et nous n'avons pas encore maîtrisé les ressources en eau. Monsieur le ministre, oui. Quelles sont les stratégies que votre ministère met en place, autant pour le volet environnement que le volet agricole finalement? La réponse peut se résumer en une seule phrase. Changer de paradigme, aller vers une transition agroécologique. Excellent. Une transition agroécologique qui exige le maintien en bon état des écosystèmes et des continuités écologiques. Okay. Et c'est la gestion durable du capital naturel. Stopper la déforestation, le gouvernement y est, nous y sommes. La police forestière s'est accrue. L'information et la sensibilisation est prise en compte parce que pour diminuer la déforestation, il faut une collaboration des communautés locales. Parce que, osons le dire, parfois les populations sont complices de la déforestation. Il y a également l'intensification de la reforestation à travers la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, mais également à travers l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte. Mais également l'accroissement de la lutte contre les feux de brousse, qui me paraît important parce que les chiffres de 2024 ont montré une baisse de 25% de perte de biomasse fourragère. Ça veut dire qu'il y a une avancée en matière de lutte contre les feux de brousse. Mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire la promotion des pratiques agroécologiques. Merci. Et pour la résilience, s'il vous plaît, pour la résilience climatique, j'ai co-présidé avec
Monsieur le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba, il y a 3 semaines, le plan national d'adaptation du secteur de l'agriculture au changement climatique. Donc, nous avons travaillé ensemble en toute synergie pour décliner les 3 axes stratégiques d'intervention, notamment l'amélioration de la résilience et de la base productive des écosystèmes, la gestion durable des ressources en eau et la gestion durable du capital semencier. Donc, nous travaillons ensemble en toute synergie et des projets conjoints aussi sont à l'étude pour aller à la conquête des fonds verts, climat. Il y a eu souvent des conventions aussi entre le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, notamment dans le cadre du PRODAC, pour autoriser le ministère à accéder aux domaines classés pour faire de l'agriculture. Pour établir des En exploitations résumé, c'est la réponse à votre question. Elle est très complexe, votre question. Elle peut nous prendre aussi toute une journée. Effectivement. Mais je crois avoir résumé oui, c'est très clair. le sens. Ce que je retiens de ça, finalement, c'est une synergie entre le ministre de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement pour une transition écologique. Et je pense que de beaux jours arrivent alors, parce qu'il faut qu'on aille vers quelque chose de plus durable. Sinon, on va se retrouver dans 5, 10, 15, 20 ans aux problématiques des agriculteurs de l'extérieur. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à ça. Effectivement. Je vais maintenant poser une question à Monsieur Abbas Fall, ministre du Travail et de l'Emploi. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. J'espère que je ne vais pas vous poser une colle. Alors, ce nouveau régime, il est arrivé au pouvoir grâce aux jeunes, qui ne sont pas beaucoup présents d'ailleurs aujourd'hui. Je vais insister là-dessus. Alors, beaucoup sont à la recherche d'emploi et d'opportunités. Le secteur agroalimentaire est aujourd'hui un secteur pourvoyeur d'emplois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon la FAO, 1 hectare peut générer jusqu'à 4 emplois, voire plus, dépendamment de ce qu'on fait. Comment votre département compte travailler étroitement avec le docteur Mabouba Diagne et son ministère pour saisir les opportunités qui se trouvent dans les chaînes de valeur? Et quand je dis chaîne de valeur, en général, quand on parle d'agriculture, on pense à la production. Alors qu'il y a les intrants, il y a les services agricoles, il y a la production, il y a la transformation, il y a le marketing agricole, il y a les énergies renouvelables. Il a parlé des fonds verts tout à l'heure. Donc, comment le ministère du Travail, en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, pourrait mettre des choses en place dans ce sens? Merci, madame. Permettez-moi tout d'abord, avant de répondre à votre question, de saluer ici la présence des autorités de la République et aussi des personnalités invitées à cette activité et principalement à cette table ronde. Je commencerai par saluer Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités, donc aux coopératives agricoles et l'ensemble des personnes ici présentes. Je salue aussi la présence du directeur général de l'APIX et toutes les personnalités ici présentes et tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture de façon générale. Vous avez tout à l'heure, madame, cherché à savoir s'il y a une présence des jeunes au niveau de cette activité. Et leur faible présence ici constitue déjà le problème. Je l'avais noté tout à l'heure en venant, je me disais, est-ce qu'au Sénégal, au-delà des politiques que nous allons mettre en place pour développer l'emploi, est-ce qu'au Sénégal, les jeunes sont assez conscients du fait que l'agriculture peut nous permettre pas d'atteindre le plein emploi, mais l'agriculture peut nous permettre de régler en grande partie les problèmes d'emploi au Sénégal. Vous avez parlé tout à l'heure de la chaîne de valeur et vous avez cité un ensemble d'éléments qui constituent pour nous une cartographie déjà de métiers qui peuvent être
qui peuvent être des opportunités d'emploi pour les jeunes. Pour nous, cet élément est important, mais pour nous, l'emploi est une question transversale. Comme je dis souvent, moi, je suis là pour ramasser tout ce que les autres font. Si l'agriculture se développe, forcément, les opportunités d'emploi donc se développent et nous en tirons donc les conséquences. Donc l'emploi est une résultante. Mais pour en revenir à la spécificité du thème qui nous regroupe ici, que devons-nous faire maintenant? À partir du diagnostic que nous avons nous-mêmes constaté, et les efforts sectoriels vont être très utiles, mais principalement l'agriculture. Le Sénégal a un nouveau référentiel de politique publique qui est l'agenda national de transformation vision Sénégal 2050. Que pouvons-nous en tirer? Et si vous avez suivi l'actualité depuis quelque temps, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, insiste énormément sur l'employabilité et l'emploi donc des jeunes, qui a été l'objet de la conférence, 4e conférence sociale qui s'est tenue la semaine dernière à Diamniadio. L'agriculture est un segment extrêmement important qui peut occuper la jeunesse de notre pays. Et à chaque fois que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, et président du parti PASTEF venait à l'Assemblée nationale, la question qu'il avait l'habitude de poser, c'est quoi le modèle économique que c'est ce qui était là proposé aux Sénégalais. On n'a jamais eu de réponse. Maintenant, nous avons notre modèle économique qui va reposer essentiellement sur l'agriculture. Donc, on ne peut pas dire que notre modèle économique va reposer sur l'agriculture et ne pas repenser même notre politique d'emploi. Ça veut dire qu'aussi, notre politique d'emploi sera tributaire de ce modèle économique-là, donc qui va reposer sur l'agriculture. Le docteur Momouba Diagne, ici présent, est un bel exemple de réussite dans ce domaine, qui fait énormément et qui, bien avant qu'il ne soit ministre, je sais qu'il perd beaucoup de façon matérielle, mais de façon immatérielle, il gagne énormément parce qu'il a mis à disposition donc son expertise donc à disposition du Sénégal. Le ministre Momouba Diagne ici est un bel exemple de réussite. Il a créé beaucoup d'emplois dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et il y a énormément de jeunes qui vivent de ça. Mais nous sommes dans un environnement où, comme je l'ai dit, il nous faut nous décomplexer un peu. Parce que le plus important, ce n'est pas de proposer des emplois aux jeunes, mais il faut leur faire aimer cet emploi-là. Parce que nous avons des erreurs souvent dans ce domaine-là. Et il nous faut nous dépasser ça. Comment on fait pour leur faire aimer? Pour le faire, je pense qu'il faut un leadership positif, fort. C'est en cela que le chef de l'État et le Premier ministre appellent la jeunesse, un retour vers la terre. J'ai regardé un documentaire en venant ici qui parlait d'agriculture, qui disait aux jeunes qui ont le bac d'aller vers la terre plutôt que d'aller à l'université. Parce que la terre nous permet de vivre dignement, mais elle permet aussi donc de créer des emplois. Excellent. Donc, pour nous, le plein emploi est possible grâce à l'agriculture, qui peut être un excellent choix en matière d'investissement et de création. Les coopératives agricoles qui sont développées constituent donc de bons créneaux qui puissent permettre aux jeunes de trouver donc quelque chose. Donc, pour nous, l'agriculture est la solution. Maintenant, en relation maintenant avec le ministère de la formation professionnelle, il faut identifier au niveau de la chaîne de valeur donc tous ces métiers qui seront cartographiés et pour lesquels des curricula seront développés pour permettre aux jeunes d'avoir des compétences qu'il faut pour leur permettre de gagner leur vie
dignement. Et c'est là où nous devons nous battre pour que ces jeunes-là épousent ces nouveaux paradigmes en matière de formation qui les orientent vers de nouveaux métiers qui vont leur permettre d'avoir un emploi décent et puissent leur permettre de vivre convenablement. Totalement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je retiens donc leadership positif, donc donner envie à ces jeunes de se lancer dans l'agriculture. Tout à l'heure, Monsieur Sen Paté disait que c'est fini l'agriculture avec la daba, la houe. On veut des gentleman farmers, on veut des agro-babes, on veut des entrepreneurs agricoles finalement qui donnent envie aux générations plus jeunes de se dire après le bac, je vais aller faire des métiers de l'agriculture. On n'y est pas encore, mais j'ai de l'espoir. Je pense que donc avec un leadership positif de ce secteur, on peut y arriver. Docteur Mabouba Diagne, quel honneur. Alors, je vais vous demander, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, le ministre du Travail, quelles sont les perspectives? Comment vous voyez ça? Et comment vous comptez, de pair avec ces ministères-là, transformer ce secteur? D'abord, merci madame. Permettez-moi d'abord de remercier tous mes collègues qui sont ici présents pour nous soutenir. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA. Commençons d'abord par le riz. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz. Pour faire simple, disons 1 million de tonnes de riz. Pour cultiver 1 million de tonnes de riz blanc, minimum, il nous faut 200 000 hectares. À raison de 5 tonnes à l'hectare, supposons que l'on fasse une saison et une contre-saison. 200 000 hectares, tu les divises par 5 hectares, c'est 40 000 lots de 5 hectares. Sur 7 hectares, vous pouvez mettre 4 jeunes. 40 000 fois 4, c'est 160 000 emplois que vous créez. Notre pays importe 450 000 tonnes de maïs. C'est minimum 90 000 hectares, à raison de 5 tonnes à l'hectare. Même si nous envisageons de faire des cultures hybrides, des maïs hybrides, peut-être on peut espérer diminuer le nombre d'hectares par 2. Disons 45 000 hectares. 45 000 hectares, vous le divisez par 5, c'est 9 000 lots. Sur chaque lot, vous placez encore 3 à 5 jeunes, c'est 45 000 hectares, c'est 45 000 emplois que nous créons. Notre pays importe environ 250 000 moutons de Tabaski. 250 000 moutons de Tabaski, à raison de 100 000, disons 300 000 pour faire simple. C'est 30 milliards de francs CFA que nous importons. Vous imaginez, on va dans le monde rural, on choisit 30 000 jeunes et femmes à qui on donne 10 moutons, 10 femelles et 2 géniteurs. C'est 30 000 emplois que l'on crée. Notre pays importe 15 000 tonnes de triple concentré de tomates. C'est l'équivalent de 80 000 tonnes de tomates fraîches industrielles. C'est l'équivalent de 153 serres de 1 hectare. Sur chaque serre, on peut mettre facilement 10 jeunes. C'est 15 000 emplois que l'on crée. Notre pays importe 80% de ses besoins en œufs à couver. Sur les 75, 70 millions, 72 millions de poulets que nous devons produire. Vous imaginez la quantité de maïs, la quantité de soja, la quantité d'arachide que nous devons produire pour espérer être autosuffisants en poulet. Notre pays importe 200 000 tonnes d'huile. Vous imaginez les quantités d'arachide, les quantités de soja, les quantités de tournesol, le nombre d'hectares de périmètre de palmiers à huile que nous pouvons faire pour espérer être autosuffisants. C'est vrai, M. Abbas a parlé un peu de mon expérience personnelle.
Vous savez, après avoir quitté ce pays, 25 ans, j'étais à l'étranger faire un job de banquier. Quand je suis revenu au Sénégal, la chose la plus facile, c'était d'aller faire de la finance, n'est-ce pas? Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus rentable que la finance. C'est l'agriculture et l'élevage. Madame, vous avez dit quelque chose de très, très, très important. Faire rêver cette jeunesse. C'est exactement ce que son Excellence, le Président de la République, le Premier ministre sont en train de faire. Si vous me permettez, je voudrais bien vous montrer une vidéo. La vidéo des coopératives agricoles communautaires. J'ai l'intime conviction, comme monsieur le professeur Ngom l'a dit, on ne peut pas travailler 21 jours et espérer nourrir la population. C'est clair. Nous devons travailler 12 mois sur 12. Nous devons activer tous les leviers de l'agriculture, de l'élevage, faire une agriculture agroécologique où nous allons dans les 525 communes rurales du Sénégal prendre 200 hectares pour démarrer, avec l'objectif d'être dans les 10 prochaines années à 500 hectares. Mais sur chaque 200 hectares, qu'est-ce que nous allons faire? Si on a de l'eau à côté, on amène de l'eau. Si nous n'avons pas de l'eau, nous allons jusqu'à la maestricienne pour faire des forages, des bassins de rétention, des pivots, des gouttes à gouttes, des serres, faire de l'agriculture, de l'élevage, de l'arboriculture, de la pisciculture, faire une agriculture, faire des fermes agroécologiques. Mais nous ne serons pas là. Nous allons non seulement produire au Sénégal pour nourrir les Sénégalais, mais nous allons maintenant commencer à aussi explorer les possibilités, les opportunités d'exportation. Et au passage, je félicite et je remercie énormément le marabout. Voici des exemples, voici des ingrédients qui ont montré le chemin. J'ai l'intime conviction que c'est possible. Moi aussi. Vous savez, en 4 ans et demi, passer de quelqu'un qui n'a jamais fait de l'agriculture à produire plus de 5 millions de poulets, je crois que c'est possible de le réussir ce pari au Sénégal. Regardez l'élevage. On vous dit que nous importons 30 milliards de francs CFA. Ne seulement pour la Tabaski. En faisant des fermes agroécologiques, où nous maîtrisons non seulement ce que nous cultivons, mais nous accompagnons les éleveurs, nous accompagnons le pastoralisme, nous accompagnons à la modernisation du pastoralisme, j'ai l'intime conviction que c'est possible. Et tout ça, ça va créer des emplois. L'amélioration génétique. Notre autosuffisance en semences certifiées. Tout cela crée des emplois et des emplois pérennes. Mais madame, comme vous l'avez dit, il est impératif qu'on le fasse d'une manière la plus responsable possible dans le respect de l'environnement. L'agroécologie, c'est un must maintenant. Totalement.